Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, salut Jason, ça va très bien aujourd'hui. Alright! Écoute, à matin, j'ai envie de parler de pneus. Ça te tente-tu? Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur les pneus. On sous-estime souvent cet élément-là. Ouais, c'est un de mes préférés par contre. Vraiment, j'ai toujours une fascination pour ce que les ce que les pneus nous amènent, que ce soit sur les voitures, les motos, les vélos. C'est un aspect vital du pilotage et puis du comportement de peu importe quel véhicule. Donc, en fait, toi, quand on parle de pneus là, en vélo de montagne, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier lieu? Ben, en fait, moi, il y a trois choses principales qui me viennent à l'esprit. Euh, le tread, le compound et le casing. OK? Donc, trois beaux mots anglophones que je vais définir un petit peu plus. Mais c'est les trois choses vraiment principales par rapport aux pneus Mhm. qu'il faut connaître. OK, alors on va commencer par le thread, les crampons dans le fond. Là. Ouais, c'est en plein ça. Donc, le thread, donc, effectivement, correspond aux crampons, donc à leur forme, à l'espacement qu'il y a, à la façon qu'ils sont disposés sur le pneu. Donc, le thread est vraiment la partie qui va avoir une énorme influence sur l'agressivité de votre pneu. Mhm. Donc, est-ce que vous allez avoir un pneu plus roulant, un pneu qui va être avoir plus de mordant? Est-ce que vous allez avoir un pneu à bouette? Est-ce que vous allez avoir quel type de pneu, là, quel type d'adhérence on veut avoir là, en fonction de où on roule? Donc, c'est vraiment le tread là, qui va venir jouer à ce niveau-là. OK. Puis, bien qu'on soit en ce moment en podcast, là, c'est peut-être un peu difficile d'expliquer la forme des traits, tout ça. Je suis sûr qu'on va trouver une manière. Mais en réalité, comme tu dis, il y a plusieurs terrains sur lesquels on peut amener des pneus. Puis, ils sont pas tous appropriés sur tous les terrains. Donc, est-ce qu'il faut vraiment choisir le type de thread selon ce qu'on fait le plus souvent? Ou est-ce qu'il y a un thread qui peut être plus général, mais quand même, on va pouvoir suivre nos amis qui sont plus spécifiques? Explique-moi ça un peu. Comme tu l'as dit, il y a pas de trade universel. Mhm. Il y a des trades plus spécifiques. Par contre, il y a des bons all-around qu'on appelle, là. OK. Donc, un trade, une espèce de passe-partout, si on veut, là. Donc, l'objectif, c'est de voir un peu, on s'attend à quoi de notre pneu? Est-ce Hmm. qu'on veut avoir le plus de grip possible? Est-ce qu'on va avoir quelque chose de très, très roulant? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse à laquelle on va. Donc, c'est vraiment ça qui va venir influencer notre choix. Euh, L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que on n'aura pas nécessairement le même tread en avant et en arrière. Parce OK. que l'avant et l'arrière du vélo n'ont pas les mêmes besoins. Donc, en avant, on a majoritairement besoin de grip, donc d'adhérence, parce que faut se souvenir que si le devant passe, le derrière passe. Donc, Mhm. quand je suis en virage et tout, faut pas que mon devant il Ouais, décroche. ouais, ouais. Contrairement à l'arrière, ou si j'ai un léger décrochage à l'arrière, où c'est beaucoup moins grave. Du moins en vélo de montagne, là, on parle bien. Euh, à l'arrière, souvent, on va avoir quelque chose d'un peu plus roulant. Comment on fait pour vraiment déterminer ça? Visuellement, en fait, un pneu plus roulant va avoir des petits crampons, généralement au niveau du centre principalement. Donc, des crampons très, très petits, qui vont moins pénétrer le sol, qui vont rester plus en surface et qui vont amener cet aspect-là de vitesse, donc d'être plus roulant là, à ce niveau-là. Et il y a certains modèles de pneus qui vont nous offrir un peu une espèce d'entre-deux. Par exemple, un Maxxis Mignon SS ou un Michelin Wild Enduro Rear, parce que le Wild Enduro a un front et un rear, c'est pas le même pneu. Donc, on va vraiment voir une différence là, au niveau de ces pneus-là, où on va avoir des gros crampons sur les côtés et des petits crampons au centre. L'objectif d'un pneu comme ça, c'est d'être capable d'avoir quelque chose de très roulant, mais qui va quand même nous donner de l'adhérence en virage quand on va venir là, canter le vélo sur le côté. Donc, aller chercher
les plus gros crampons sur le côté. Donc, ça, c'est vraiment là, c'est ce qui caractérise ces pneus-là. Sinon, on va avoir des pneus qui vont être beaucoup plus agressifs, là, maximisés pour la grippe, ou bien avec des gros crampons, ou un pneu qui va être pratiquement juste avec des petits crampons, qui est vraiment là, fait pour être le plus roulant possible. Genre de pneu qu'on va voir beaucoup en cross-country généralement, là où la vitesse prédomine là, parce on a des longues distances à faire. Là. Ouais, je comprends. Par contre, en cross-country, il y a aussi beaucoup de montées. Est-ce que le fait d'avoir des pneus plus roulants va nuire à la montée? En fait, tout va être relatif à la disposition de ces petits crampons-là. Ok. Donc, assurément qu'un pneu dit plus roulant va avoir un petit peu moins de grippe en montée. Mais encore là, il y a des façons d'optimiser ces pneus-là pour quand même pas être trop perdant à ce niveau-là. Ça va surtout dépendre du type de terrain sur lequel on va rouler et la condition météo. Ouais, parce que Parce dans que une même journée, tu peux aller quelque part, arriver, puis il fait beau, t'as du Hero Dirt partout, c'est superbe. Là, d'un coup, il se met à pleuvoir. À ce moment-là, moi, je m'empêcherais pas de rouler. Mais si je sens que mon pneu, il tient pas du tout, à ce moment-là, c'est beaucoup moins amusant. Là. exactement, si t'en blesses, ça peut même en devenir dangereux. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas de pneus parfait pour toutes les conditions, mais c'est Ouais. toujours une question de compromis. Là, il y a le dégagement de la boue aussi. Il y a plein d'aspects là, qui viennent jouer là, dans notre conduite à ce moment-là. Là, on parlait aussi du compound tantôt. Qu'est-ce qui va faire la différence, par exemple, entre un pneu qui va avoir un bon grip en virage, par exemple, sur une surface dure ou sur une surface molle? Est-ce que le compound, c'est là que ça vient en jeu? Ouais, ben en fait, le compound, donc, qui est le type de gomme, Ouais. donc, ça va vraiment beaucoup influencer l'adhérence. Pourquoi? OK. C'est qu'une gomme qui est plus molle va nettement mieux adhérer qu'une gomme qui est plus dure, parce elle va mieux épouser le terrain. Par contre, une gomme plus molle va user nettement plus rapidement qu'une gomme plus dure. Non, ça, c'est sûr. Donc, il faut voir aussi là, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme rendement. Euh, Quand on arrive là, encore là, entre l'avant et l'arrière, souvent on va se mettre une gomme un petit peu plus dure à l'arrière parce que justement, le pneu arrière, généralement, use un petit peu plus rapidement parce que c'est lui, bon, qui reçoit la poussée des pédales et tout. Donc, on a un peu plus d'usure. Donc, on va mettre une gomme un petit peu plus dure à l'arrière. Donc, ça ne viendra pas trop nous nuire. Et à l'avant, là, c'est simple. Tu mets la gomme la plus molle possible. Tu ne OK. négliges pas l'avant. C'est vraiment la roue avant qui fait en sorte que tu décroches ou non dans un virage ou dans diverses situations. Donc, à l'avant, on veut la meilleure adhérence possible. Mhm. Donc, après que vous avez choisi le bon type de pneu que vous voulez, vous prenez le compound le plus mou à l'avant et à l'arrière. À ce moment-là, bon, là, vous pouvez aller vers quelque chose d'un petit peu plus dur, là, l'espèce de compromis. Là. Au niveau du compound aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle là, bon, dur, moins dur, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce que les compagnies, en fait, leur donnent des noms. Dans le monde du compound, il y a vraiment des codes de dureté de caoutchouc. Sauf que les compagnies utilisent très rarement ces codes-là. Donc, par exemple, mettons, chez Schwalbe, on va voir la gomme Speed, Speed Grip, Soft, Ultra Soft. Donc, le soft, ultra soft, ben, tu sais, ça le dit, plus mou, ultra mou. Mais tu sais, comme la gomme Speed Grip, par exemple, où est-ce que là, bon, vitesse, grip, qu'est-ce qui est mieux? Mais tu sais, en fait, la gomme Speed Grip, c'est une gomme qui est un petit peu plus dure qu'une gomme soft. Donc, des fois, là, OK. ça devient difficile de se retrouver là, dans tous ces termes-là. Fait que, à ce moment-là, vous pouvez consulter là, votre bike shop local pour qu'il puisse mieux vous orienter. Ou des fois, c'est mieux indiqué sur le site de la compagnie même de pneus. Mais encore là, des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Fait que d'aller voir votre détaillant, des fois, il peut avoir un peu plus d'informations pour vraiment vous dire là,
le nom qu'ils ont donné à ce type de gomme-là correspond à quoi. Donc, je vais donner un autre exemple un nom vraiment là, un peu étrange, mais chez Continental, on va avoir la gomme Black Chili. OK. Donc, en soi, ça donne aucune information, là, ce nom-là. Là, on ne sait pas trop si c'est une gomme dure, gomme molle. Il faut vraiment aller lire là, pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc, fait que ça, c'est bien important de faire cette petite recherche-là pour vraiment avoir le bon type de gomme. OK. Élément important, quand vous magasinez vos pneus et que Mhm. vous voyez des pneus avec des gros rabais, là. Tu sais, un pneu à, exemple, un pneu que tout le monde roule, mais que, je sais pas, moi, tout d'un coup, là, il est à 40$ sur Internet, là. OK? Ouais. Comme on va voir, mettons, un Maxxis DHF qui est très populaire comme pneu. Vous Mhm. arrivez sur le net, waouh, 40$, il n'est même pas cher. Vérifiez quel type de DHF, parce que le DHF a plusieurs types de compounds, plusieurs types de casing. Donc, vérifiez c'est quoi le DHF que vous achetez. Si vous OK. achetez un DHF en max speed, si ma mémoire est bonne, c'est ça le nom qu'il y a, c'est une gomme qui est très, 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 très dure. Ouais. Donc, vous n'aurez vraiment pas le rendement que vous voulez obtenir avec ce type de pneu-là. Et probablement que vous allez rouler le pneu. Là, vous allez dire, hey, ça va tellement pas bien, je déteste ce pneu-là. Ouais. Alors qu'en réalité, vous avez juste pas le bon type de compound ou casing pour vos besoins. Fait que probablement que peut-être que le pneu, vous l'aimeriez s'il était avec les bons paramètres. Fait qu'il faut faire attention là, quand on fouille sur Internet, sur les forums, là, les gens disent ah, tel type de pneu, j'ai détesté, ça va pas bien, etc. OK, peut-être, mais tu l'as roulé avec quels paramètres? C'est quoi le pneu que tu as acheté ou que tu as roulé? Pareil, quand vous empruntez le vélo d'un ami, que vous essayez un autre pneu, vous dites ah, je l'aime pas tant. Vérifiez c'est quoi les paramètres du pneu. S'il Mhm. roule en gomme dure, par exemple, ben peut-être que si vous l'aviez essayé en gomme molle, peut-être que vous l'auriez aimé. Fait qu'il faut faire attention avec ces nuances-là au niveau des pneus. Mais si c'est si pire que ça d'avoir, exemple, des pneus trop durs, pourquoi qu'ils continuent d'en fabriquer? Je veux dire, ils les mettent-tu sur les vélos de série? Ouais, en fait, il y a deux choses principales. De un, ça permet justement de mettre un pneu qui paraît de bonne qualité sur un vélo plus entrée de gamme. Donc, Mhm. par exemple, vous OK. achetez un vélo à 3000$ avec des DHF de Maxxis, puis le Ouais. vélo à 8000$ vient aussi avec des DHF. Vous allez faire comme tabarnouche, mon vélo, il est bien équipé, tu sais, alors que Ouais, je comprends. c'est pas du tout le même pneu. C'est juste Ouais, ouais, ouais. il y a juste le tread, la façon que les crampons sont disposés qui est la même. Sinon, pour le reste, c'est pas du tout le même pneu. L'autre élément, c'est le price point. Donc, ça permet de vendre des pneus à un prix moins élevé. Donc, Mhm. ça répond à une certaine clientèle. OK, quelqu'un qui veut quand même absolument des minions, là, lui, il peut les avoir, mais je veux dire, il aura peut-être pas le résultat escompté. Il était peut-être mieux de mettre un petit peu plus, puis finalement en avoir avec une gomme un peu plus molle, ou quelque chose de plus approprié pour lui. Exactement, c'est en plein ça, mais il reste que la compagnie offre le produit, donc Ouais. c'est ça. Ah Mais ouais. L'offre est là, la demande est là, ça c'est sûr et certain. ouais, exactement, exactement. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui se font prendre avec ce genre de deal-là sur Internet, là, où est-ce que hey, tu arrives au bike shop, ça te coûte 80$ du pneu, tu t'en reviens sur Internet, il est 55$. Ouais, des fois, Ouais. ça veut pas nécessairement dire que c'est le même pneu, là. Faut faire OK. attention à ça, là. OK. Puis, concernant les price points à ce moment-là, avant qu'on tombe dans le casing rapidement, là, en général, un pneu de bonne qualité, on paye ça à peu près combien à plein prix, là? Ah, je dirais un pneu de bonne qualité, entre 80 et 100$, là. Je dirais que c'est pas mal la OK. moyenne des pneus de façon globale, là. Ça vire pas mal là-dedans, dépendamment des marques, des paramètres qu'on veut obtenir et tout, là. Entre 80 et 100$ du pneu, c'est pas mal la moyenne. OK. Là, je sais que tu as des marques préférées. Là. Au pire, on y reviendra un peu plus tard tantôt. Là. Veux-tu nous parler des casings? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi. Parce qu'à date, tout ce qui est crampon, on le comprend facilement. On peut parler de la gomme. Là, le casing, on parle-tu de la dureté du pneu lui-même, de la structure? Ouais, en fait, le casing qui est la carcasse du pneu. Donc, Mhm. quand vous allez prendre le pneu, là, vous allez sentir que si le pneu il est très mince, il est très épais au niveau des flancs. Vraiment, Ouais. là, sur les côtés, c'est là que ça va jouer.
Le casing va se mesurer en TPI. OK? Donc, OK. le TPI qui se traduit par tread per inch. Donc, OK. le nombre de. euh, C'est des nom, là. fibres, finalement? Ouais, le nombre de fils par pouce. OK. OK. Donc, il y a, donc, plus qu'on a un TPI qui va être élevé, Mhm. plus le casing va être fragile. Attends un peu, là. Donc, tu me dis que plus il est serré en dedans d'un pouce, puis plus il est fragile? Exactement. Ah, ça va carrément à l'encontre de ce que je pensais. Oui, c'est ça exactement. Pourquoi? Parce que ce qui arrive, OK, c'est que au niveau de la carcasse, c'est qu'on va avoir moins de caoutchouc à l'intérieur, donc moins d'épaisseur de caoutchouc. Donc, Mhm. le flanc du pneu va être moins épais. Donc, Il va être plus dur, mais il va être moins épais parce qu'il y a moins de caoutchouc, il va craquer plus facilement. non, c'est vraiment au niveau de l'épaisseur et de la fragilité du flanc du pneu. Euh, OK. je vais vous expliquer après c'est quoi l'avantage d'avoir un pneu comme ça. Parce que dit comme ça, on va se dire, ben Ouais. tabarnouche, c'est quoi l'avantage d'avoir un pneu avec un flanc qui est fragile, aussi bien d'avoir un pneu épais, puis qu'il ne fendra pas à la première roche. OK? Hmm. Mais c'est ça. Donc, un 120 TPI va être beaucoup plus mince qu'un 60 TPI ou qu'un 30 TPI. OK. Donc, plus vous diminuez en TPI, plus la carcasse du pneu est épaisse. Et plus elle est OK. rigide aussi. OK. OK? Maintenant, ça influence quoi précisément? Tu sais, ça sert à quoi d'avoir un pneu avec une carcasse plus mince en vélo de montagne? Le premier élément, le premier élément, le poids. Ça va énormément influencer le poids du pneu. Ouais, puis comme tu disais, les roues sont la chose qui influence le plus aussi le comportement du vélo. Donc, j'imagine que le poids d'un pneu va avoir une grosse influence sur sur la manière dont le vélo va se comporter quand tu tournes, comment tu le files. Exactement. OK. Au-delà du poids de la roue elle-même, le Mhm. pneu étant à l'extrémité de la roue, Ouais. c'est lui qui a encore plus d'impact sur le comportement. Donc, d'avoir un pneu léger peut être un avantage dans certaines situations ou certains rendements qu'on veut obtenir. Donc, ça va vraiment influencer le poids du pneu principalement. Mais au-delà du poids, il y a un élément que les gens sous-estiment énormément, Mhm. c'est le damping. Le damping, c'est l'amortissement du pneu. Mhm. Comme une suspension qui absorbe un impact, un pneu va absorber aussi un impact. Mhm. Quand vous allez manger un coup, votre pneu va manger une partie de l'impact ainsi que la suspension. C'est comme un effet d'entraînement. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que un pneu avec un damping très élevé, donc avec une carcasse plus épaisse, donc exemple un 60 TPI, Mhm. OK? Ça va faire en sorte, OK, que le pneu va s'écraser plus difficilement, mais va reprendre aussi sa forme moins rapidement. OK. Ce que ça va avoir comme influence, c'est que quand vous pédalez, vous créez des micro-oscillations. Donc, des petites oscillations, l'espèce de bob au pédalage qu'on appelle, là. OK, Ouais. le squatting que ça fait. Et quand on a un pneu avec une grosse carcasse épaisse, le pneu va venir absorber une partie de ces oscillations-là. Donc, par le fait même d'absorber une partie de votre pédalage. Mhm. Donc, un pneu avec un gros casing va être un pneu plus difficile à rouler parce qu'il absorbe une partie de l'énergie de votre pédalage. OK. Oh, ouais, il y a une Ah, perte d'énergie, ça c'est sûr. contrairement à un pneu avec un casing plus mince, donc un 120 TPI, Mhm. qui n'aura pas cet effet néfaste-là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les pneus de cross-country ont souvent un casing plus mince. Donc, oui, c'est plus fragile, donc aux crevaisons, aux déchirures, Ouais. mais ils viennent optimiser leur pédalage. Quand je vous OK. disais tantôt que de mettre un casing plus mince, ben, ça peut avoir des avantages, mais en voilà un avantage vraiment non négligeable au Ouais, niveau. effectivement. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut optimiser,
ben, c'est là qu'on va jouer encore une fois avec le casing. Est-ce que je vais avoir un pneu qui a une excellente grippe, mais qui absorbe pas trop mon pédalage, Mhm. ou je vais avoir un pneu qui a une excellente grippe, mais qui est vraiment épais, puis qui crevera pas à la première roche qu'il va rencontrer. Donc, comme on va voir principalement en downhill, où le pédalage n'est pas un élément hyper important. Donc, la fragilité du pneu prédomine sur l'aspect du pédalage. Donc, on va Ok. avoir un pneu qui va être résistant. Ouais, ouais, je comprends, mais c'est intéressant de voir à quel point un aspect qui semble quand même, on va dire, banal un peu, là, Ouais, a autant d'importance que ça. Autant sur la perte d'énergie que sur la durabilité. La durabilité, ça, je m'en serais attendu, tu sais. Mais là, quand tu me parles de réactivité aussi, là, que le pneu, il faut qu'il reprenne sa forme, on parle vraiment de la même chose que finalement une suspension. Il y a la vitesse d'absorption, la vitesse de rebond. Donc, exact. le pneu, il agit de la même façon à ce moment-là. Ah, c'est super intéressant. La manière que tu m'expliques ça, c'est sûr que je vais porter plus attention maintenant quand je regarde des pneus à comment ils sont faits finalement. C'est pas juste le tread, c'est pas juste de regarder un pneu et se dire hey, ça a l'air agressif. J'ai l'impression que je pourrais aller rouler dans la boîte avec puis que j'aurais pas peur. Mais il y a d'autres choses qui viennent en ligne de compte avec ça. Si je le prends trop dur, ben à ce moment-là, c'est sûr et certain que je le sentirais pas. J'aurais pas. Avec le même tread, j'aurais pas le même grip. Mais là, après ça, Exact. je veux-tu qu'il me Exact. dure toute la saison ou bien 2 ans? Toi, tu changes tes pneus combien de temps à peu près si tu rides 2 fois par semaine? Tu sais? Tout le monde est différent, mais c'est quoi la moyenne à peu près? En fait, ça va vraiment dépendre de comment on roule. Parce que Mhm, même si on fait les mêmes sorties ensemble, puis on roule les mêmes pneus, ça se peut que je change mon pneu avant toi à cause de la mhm. façon que je vais rouler. Est-ce que je freine plus? Est-ce que je prends des lignes, les lignes différentes, etc. Ouais. Ouais, ouais, Euh, ouais. mais c'est très important de ne pas négliger ses pneus. Je sais que ça coûte cher. Je sais que, on a souvent l'impression de dépenser dans quelque chose qui est éphémère. Euh, mais écoute, c'est tellement important parce que Ouais. c'est ce qui est entre le sol et vous. C'est le premier contact que le vélo a. Et il ne faut pas négliger cet élément-là. Et quelqu'un qui roule beaucoup avec des pneus de bonne qualité, avec le bon type de gomme, une bonne gomme molle, etc., peut s'attendre à minimalement, passer au moins un set de pneus dans sa saison. Ouais, ça fait du Voire même sens, ça. plus. Ça Voire fait même du sens. plus. Un à deux sets, dépendamment comment tu roules, je pense que C'est ça. Mais moi, je m'attends à avoir au moins une saison complète avec des pneus. Mais évidemment, la manière dont tu me l'expliques là, c'est sûr et certain que il faut choisir. Il faut choisir un peu entre la durabilité. Là, si on parle juste de compound, on va choisir entre la durabilité et puis la performance. Donc, si on cherche C'est un ça. peu un entre-deux, je pense qu'il y a moyen de trouver quelque chose de raisonnable là-dedans. Il y a une autre question. Je me rappelle une fois, on avait parlé au téléphone ensemble, puis je te parlais de la largeur du pneu. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que il me semble que quand j'ai commencé à faire du mountain bike, on s'entend qu'un pneu de 2 pouces, point 2 à peu près, là, c'était déjà comme wow, tu sais, j'avais l'impression de rider un gros Bigfoot. Là, on est rendu avec des plus 16. Là, j'ai du 2.6. Moi, j'adore le look des gros pneus. Mais est-ce que j'ai un avantage ou un désavantage à rouler avec un gros pneu large? En fait, bon, la première des choses, on va parler de rapport pneu-jante. Donc, entre la largeur du rim et le pneu. OK? Le petit truc, OK, bon, il y a plusieurs recommandations. Vous pouvez aller voir sur les sites des compagnies de rims. Ils vont vous dire que, bon, le rim a été designé pour telle largeur de pneu, etc., etc. Mais Mhm. si on y va dans une ligne directrice globale, il faut que le pneu ait environ 50%, faut que le rim ait environ Ouais. 50% de la largeur du pneu. OK. Autrement dit, c'est que un pneu, exemple, un 2.35 Ouais. sur un 30 mm de jante va être idéal. Il est comme pas OK. mal dans le sweet spot. OK. OK? Donc, il faut que le ratio soit à peu près de 50%. On peut diminuer un peu, on peut augmenter un peu, mais il faut être autour de ça. Souvent, là, ça nous donne comme une bonne ligne directrice là, pour s'en aller avec ça. Fait que ça, c'est dit. OK. Maintenant, au niveau de la largeur, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, en vélo de montagne, précisément, on s'est rendu compte que d'avoir un pneu plus large, c'était pas nécessairement
négatif. Mhm. Parce que le pneu plus large, au niveau de tous les types de sols, particulièrement au niveau du sable et tout, va avoir une meilleure portance. Donc, le pneu va avoir une meilleure adhérence aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'en élargissant les pneus, on réduisait pas nécessairement la vitesse des gens, ni l'énergie dépensée. OK. Donc, d'aller rouler un 2.4, 2.5, 2.6, c'est pas nécessairement négatif en soi, puis vous ferez pas nécessairement des moins bons temps sur Strava avec un pneu plus large. Parce que vous allez avoir plein d'autres gains qui sont non négligeables en termes de traction, en termes aussi de stabilité dans diverses phases de la piste, qui vont faire en sorte qu'au final, peut-être même que vous allez être plus rapide. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment là, cette évolution-là en termes de largeur de pneus. Et même en cross-country, là, les pneus élargissent de plus en plus. Tu sais, anciennement, là, en cross-country, on avait du 1.9 qui était vraiment pas large. Maintenant, là, on voit du 2.3, c'est pas rare. Là. Du 2.2, 2.3 en cross-country, c'est pas rare. Là. Fait qu'on est loin du petit 1.9 qu'on avait, qui était pratiquement comme un pneu de route. Là. OK, Donc, d'élargir les pneus, là, ça n'a pas été négatif là, aucunement là, au niveau du vélo de montagne. Là. Au contraire, là, c'est un aspect très positif. Mais là, il y a une question extrêmement importante. La pression. La pression. Moi, est-ce que, dans ma tête, je me dis, est-ce qu'un pneu plus large a une meilleure traction, moins gonflée qu'un pneu plus étroit, bien gonflé? Je sais pas. Moi, là, avant, je raidais à 30 PSI sur des pneus 2.4, mettons, là. Maintenant, je suis rendu tubeless avec des inserts et tout ça, puis je peux me permettre de descendre beaucoup plus bas et je trouve une grosse différence dans le confort, puis dans le contrôle, puis dans le feeling général du vélo à rouler à peu près à 22-23 PSI au lieu d'avoir des pneus durs. Ouais, en fait, au niveau des inserts de pneus, donc des insertions de mousse et tout, on pourra faire un podcast uniquement par rapport à ça, parce que sinon, on pourrait en parler pendant encore longtemps. Je voudrais juste qu'on s'en tienne à la pression même. Là. Le fait d'avoir des inserts, moi je te dirais que c'est juste parce que je veux pas tout poquer mes roues ou bien pogner des pinch flats. Là, mais principalement, si on parle juste de pression, on enlève tous les risques de flat. Là. Ouais. En termes de pression, OK, il y a une différence entre rouler avec un tube, une triple, et rouler tubeless. Donc, de rouler tubeless là, nous permet vraiment de rouler plus basse pression, d'éviter, comme tu l'as mentionné, les pinch flats. Donc, quand le pneu écrase, puis il vient pincer la triple et faire un flat. Donc, de rouler tubeless, vraiment, en vélo de montagne en 2020, là, c'est pratiquement une nécessité. Si on veut être capable d'avoir le plein rendement de nos pneus, tubeless, là, à part, tu sais, rouler avec une triple, à part le fait que c'est plus facile à installer parce que tu mets la triple, tu gonfles, ça marche. C'est vrai que tubeless, c'est un petit peu plus de trouble, entre guillemets. Mais au niveau du rendement, le tubeless surclasse la triple et de loin. Oui, j'ai changé aussi, puis je suis tombé sur tubeless, puis je reviendrai pas en arrière, ça c'est sûr. C'est ça. Maintenant, en termes de pression, c'est extrêmement relatif à chaque personne. Le seul conseil que je peux donner, faites des tests. Faites des tests, essayez diverses pressions. Faites vraiment des tests. Faites des tests à l'extrême. Là. Allez rouler là, avec 18 PSI dans vos pneus. Allez rouler avec 30 PSI pour sentir vraiment la différence qu'il va y avoir entre les deux. Pour après ça, être capable de dire, OK, ben si, mettons, je pars à 23, ben, moi, j'aimerais ça aller chercher un petit peu la sensation que j'avais à 18, mais moins extrême un peu. Ou, non, quand je roulais à plus haute pression, c'est un petit peu mieux, fait que je vais peut-être monter à 24 ou à 25. Donc, ça nous permet là, d'aller connaître un peu les feelings des deux extrêmes pour être capable de mieux se gager par rapport à la pression. Personnellement, OK, les pressions que moi je roule, moi je vais rouler à peu près 23 PSI en avant et à peu près 24 PSI en arrière. Moi, c'est les pressions que je roule. Un petit peu. Ça ressemble un peu, moi aussi. On a à peu près le même poids, là. Puis ça ressemble à ça. Mais là, c'est sûr et certain que tu peux pas comparer avec sans insert. La largeur du pneu joue là-dedans aussi. Là. Oui, exactement. Certain, hein? Le poids du pilote aussi. Le type de pratique qu'on en fait. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Donc, c'est vraiment... pour ça que c'est difficile de dire « Ah, OK,
toi, tu pèses 200 livres, tu roules des 2.5 en enduro, ça te prend tant de PSI. Non, c'est relatif à chaque personne. Donc, tu sais, Non, moi, y a rien personnellement, d'absolu. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. non, Mais c'est ça. le fait est que pour que les gens comprennent à ce moment-là que c'est très personnel. Et puis, c'est pas nécessairement un chiffre sur une charte. Donc, Non, c'est-à-dire que c'est plus un feeling euh, qu'autre chose. C'est vraiment un feeling. Donc, moi, ouais, si je vais trop bas, j'ai l'impression que mon vélo va de gauche à droite, il wobble, tu sais. Mais après ça, si je vais trop haut, c'est ben trop dur, ça n'a pas de sens. Fait que c'est de trouver l'entre-deux sans se fier nécessairement aux chiffres. ouais. À part si tu me dis 11 PSI, là, ça n'a comme pas de sens. Mais je veux dire, dans les chiffres normaux, là, ou dans le feeling normal d'un vélo, il ne faut pas exagérer non plus. J'ai déjà vu des gars qui roulaient, mais très très bas, puis ils se demandent après ça pourquoi que ça burp. Ben, c'est un peu normal, je veux dire, faut que ton pneu il tienne après quelque chose. Ouais, Donc ton exactement. scellant, c'est pas une colle pour que ton pneu reste là, C'est c'est ça. pas ça le but. Là. Donc Puis, c'est de choisir sa pression. Là. l'autre chose aussi, que si on peut donner une espèce de, de- de chiffre là, pour les gens qui nous écoutent, là, Mhm. je dirais là, que en bas de 20 PSI, c'est bien rare qu'on voit ça. Ouais. Et en haut là, de 25-26, là, c'est quand même rare aussi. Là. Je dirais Mhm. qu'entre 20, 25, 26, là, vous targetez pas mal à peu près 85-90% des gens que vous rencontrez sur leur vélo qui vont être à peu près à ces pressions-là. Là. Ça Ouais. vire pas mal là-dedans. Là. Mais j'ai remarqué qu'en fait, j'ai plus de vitesse à basse pression que j'en avais avant à haute pression. C'est à cause de la grip. Parce qu'à plus Mhm. basse pression, ton pneu travaille mieux. Donc, la déformation du pneu est plus optimale et tu as une meilleure adhérence. Donc, Mhm. c'est pour ça que, tu sais, quand je vous disais plutôt tu sais, d'élargir le pneu, de baisser la pression, ces choses-là, en vélo de montagne, c'est pas nécessairement négatif. On n'est pas en route. Faut briser un petit peu ces mythes-là qu'on peut avoir, là, comme en route, là, rouler plus dur, etc. En vélo de montagne, c'est complètement différent. Donc, faut vraiment là, avoir une vision très différente là, de nos pneumatiques. Donc, euh, au niveau là, de l'entièreté, là, casing, compound, tread, c'est très différent, c'est propre au vélo de montagne. Donc, faut pas hésiter là, à faire des tests et aller dans des choses que naturellement, on n'irait pas, là, comme de rouler à 21 PSI, par exemple, de dire, crime, c'est donc bien bas, mais peut-être que c'est la pression que ça vous prend, on ne sait pas. Ouais, exactement. C'est subjectif, mais en réalité, c'est ça. Ça dépend vraiment de nos besoins. Où on est, il y a des journées où tel trail, ben, je vais décider d'être un peu plus dur, puis d'autres fois, ben, je vais ramollir un peu, tu sais. Mais C'est ça. à ce moment-là, écoute, je veux pas prêcher pour aucune paroisse, là. Je veux pas faire de la promotion, mais par contre, euh, on a toutes des favoris, mais pour les Ouais. marques de pneus, écoute, c'est extrêmement important. Je veux pas qu'on soit là à blaster des marques ou à en vendre, mais y a-tu des marques en particulier là, qui vraiment font un produit que, wow, rapport qualité-prix, performance, tout est là. Bon, personnellement, OK, puis là, on va y aller vraiment. Je suis pas du genre beaucoup à déblatérer là, sur à promouvoir quelque Mhm. chose en particulier. Là, je vais vraiment tu sais, de mon opinion personnelle par rapport à ça. Bon, personnellement, moi, je roule des Michelin Wild Enduro. Mhm. C'est un pneu que j'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'étais à ma deuxième saison sur ces pneus-là et je les adore. Après ça, j'ai roulé par le passé des WTB Vigilant, OK. un beau pneu all around, un beau passe-partout, qui était quand même à bon prix. Ils ont peut-être augmenté un petit peu dernièrement, mais quand même un très bon pneu. OK. Sinon, un pneu surprenant, les Terrain Chunk. OK. Donc, Terrain qui est très populaire dans le fat bike, mais le Chunk, qui est un de leurs pneus montagne pour l'été, vraiment très surprenant, ce petit pneu-là. Va très bien. Encore là, un bon petit passe-partout. Très roulant. Donc, vraiment, là, j'ai beaucoup adoré ce pneu-là. Mhm. Si on va dans les marques un peu plus populaires, chez Maxxis, je ne suis pas un énorme fan de Maxxis. Donc, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas un tripeux Maxxis dans la vie. Mais
Parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec cette compagnie-là. Mais le DHF, pour moi, est un très, très bon pneu. Le DHR, excusez-moi. Pas le DHF. Le DHR. Le DHR que... D'ailleurs, le F et le R pour front et rear. Là. Mais moi, je mets le DHR en avant. DHF, là, je ne touche juste pas à ce pneu-là. Je déteste ce pneu-là, personnellement. Mais le DHR, vraiment, très bon pneu. Le nouveau Assegai de Maxxis aussi, qui supposément est très... avec le dissector, qui est supposément très apprécié. Je ne les ai pas roulés encore. Ça va probablement venir dans les prochains mois, probablement la prochaine saison. Mais, donc, j'ai pas vraiment d'opinion, mais de manière générale, là, les gens autour de moi semblent énormément apprécier ce modèle-là. Chez Schwalbe, j'ai roulé un Magic Mary, un Hansdampf aussi. Le Hansdampf puis le Magic Mary, j'en entends tout le temps parler. Exactement. Le Magic Mary. C'est plus downhill un peu, Magic Mary, c'est ce que j'entends. Ouais, ben, en fait, c'est un. Les gens qui mettent ça en trail, là, c'est quand même très, très agressif comme pneu. Combiné avec le Hansdampf en arrière, c'est quand même bien. Le problème avec Schwalbe, c'est que ça use énormément rapidement. Là, dans les dernières années, le nouveau compound, oui, il va bien, mais maudit qu'il use vite. Donc, et les tailleurs sont vraiment très chers. Mais sinon, en termes de qualité de pneus, là, vraiment super, super comme pneu. Sinon aussi, le Rock Razor et le Mignon SS, donc Schwalbe et Maxxis, qui sont vraiment pas pires comme pneus à mettre à l'arrière parce qu'ils vont avoir là, des crampons chaque côté, puis ils vont avoir un aspect roulant au centre. Donc, pour certaines personnes là, en trail là, qui veulent pas trop se tirer dans le pied avec un gros pneu là, tirant, mettre de quoi d'agressif en avant, mais avec ce petit pneu-là en arrière peut être vraiment très intéressant. Donc, ça, c'est des mix que j'ai déjà roulés qui sont vraiment, vraiment le fun. Vite comme ça fait pas mal le tour là, de ce que j'ai pu rouler en termes d'expérience personnelle là, sur mes vélos que j'ai roulés. C'est sûr que j'ai déjà essayé plein d'autres sortes et tout, mais pas assez là, pour avoir une opinion vraiment là, bien définie là-dessus. Ok, parfait. Ben écoute, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais on a-tu fait le tour un peu de la question? On a parlé des threads, on a parlé du compound, on a parlé du casing, un petit peu de la pression. Donc à ce moment-là, est-ce que toi, tu as autre chose que tu veux amener sur le sujet? Ça fait pas mal le tour de ce qu'il y a à savoir pour bien choisir ses pneus. À partir de ça, c'est vraiment, je sais que c'est quand même un travail assez méticuleux là, d'aller vérifier tous ces paramètres-là. Mais si vous prenez le temps là, de vraiment là, aller lire un petit peu sur le sujet, puis il y a toujours mon article aussi là, sur mon site là, qui détaille les 3 éléments qu'on a nommés, les 3 principaux éléments qu'on a nommés pour vraiment vous faire un rappel, pour vous aider là-dessus. Une espèce de lexique. Mais si vous prenez le temps de faire ça, là, vous allez voir que probablement que vous allez apprécier davantage votre vélo là, la saison prochaine. Ben écoute, Julien, je te remercie beaucoup de toutes tes informations. Ça fait plaisir, mon Jason. Puis, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Et puis, on vous revient bientôt avec un nouveau podcast de HDM Bike. Ciao tout le monde.